nous accueillons Elisa au 39 21. Bonsoir Elisa. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Elisa et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 55 ans Oui, et je vous appelle, du village, de Lautenbach qui se trouve, en au Alsace. pied des montagnes alsaciennes. Voilà, ça sentait l'Alsace, Lautenbach. Vous parlez un petit peu Voilà. allemand? Vous parlez un petit peu allemand? Non, pas du tout. D'accord. J'ai pas mal Pas du d'amis tout. euh, qui habitent Strasbourg notamment, et c'est vrai que tous parlent allemand, alors que je n'ai jamais su aligner 3 mots en allemand, malgré 2 ans d'études d'allemand, enfin en quatrième, en troisième. Je trouvais que c'était une langue très difficile. C'est une langue très Hein, difficile, c'est très effectivement. difficile. Bon, Oui. nous allons parler de vous et non de voilà, des cours d'allemand. De quoi voulez-vous nous parler, Lisa? Eh bien, écoutez, tout d'abord, je voulais vous dire ma joie de pouvoir échanger avec vous parce que je vous suis depuis, de très longues années dans ce que vous avez pu réaliser, notamment au travers de votre émission Dans les yeux d'Olivier. Ça m'a beaucoup porté et touché, votre façon d'aborder les choses, d'aborder les gens avec tout ce respect, cette empathie. Voilà. Donc je voulais vous manifester déjà ce Je plaisir je que d'être vous dans votre émission. remercie beaucoup. Heu, Pas mal de personnes pensent que, voilà, me disent souvent, ça et me disent: «Ah, ouais, vous devez, hein, vous devez vous en foutre un petit peu», mais pas du tout. À chaque fois qu'on me dit, ça, ça me touche énormément parce que, bien évidemment, derrière, il y a, comme ici à Europe 1, une équipe, pour la libre antenne, mais comme pour la libre antenne, il y a une équipe, dans les yeux d'Olivier qui travaille d'arrache-pied, avec ma collaboratrice Katia Maxime qui produit cette émission, Amandine aussi, qui est la rédactrice en chef, et puis nos collaboratrices, parce que c'est vrai, je travaille avec pas mal de femmes. Ce n'est pas un choix délibéré, mais c'est comme ça depuis des années. Et c'est vrai que nous sommes heureux de vous annoncer que début février, la nouvelle saison Dans les yeux d'Olivier revient sur France 2 et que le week-end prochain, nous partons en tournage pour la nouvelle saison à venir en 2024. Donc voilà, ça nous fait très plaisir, bien évidemment, quand on entend ce que vous nous dites, Elisa. Et puis, ça prouve que France 2 adhère à notre travail, aime cette collection et qu'elle la trouve utile, comme beaucoup de gens. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire que ça me touche beaucoup. Voilà. Merci. Vous aussi, vous donnez votre, comment dire, votre tonalité particulière parce que vous êtes et parce que vous dégagez. Bien évidemment que vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, je dois faire un petit hommage particulier à Julia, qui est vraiment une interface, si je puis dire, c'est pas très poétique comme terme, mais une interface extraordinaire et très empathique aussi. Elle saura Voilà. traduire l'interface et elle saura l'apprécier, croyez-moi. Alors oui, bien écoutez, pour tout vous dire, j'ai le cœur qui bat très fort, hein. Je suis émue de faire ce témoignage public, même si j'ai commencé un petit peu déjà à raconter mon histoire. Et oui, je suis venue témoigner ici ce soir parce que j'avais envie de porter mon histoire pour toutes les personnes qui ne sont pas en posture de pouvoir le faire. Et pour toutes celles aussi qui pensent que lorsque l'on a vécu de graves sévices dans son enfance, eh bien, heu, leur vie est foutue ou qu'il n'y a pas d'espoir. Donc je viens avec, voilà, ce message de résilience, mais en amont, comprendre que le chemin était long, compliqué, difficile Mmh et très mh. douloureux. C'est vrai que, Donc c'est vrai oui. que, vous alors je connais un petit peu votre histoire puisque je travaille un petit peu avant quand même et vous qui nous écoutez, je vous demande de bien rester avec nous parce que, le témoignage d'Elisa, vous allez l'entendre et je le répète assez souvent, l'épreuve l'épreuve ne nous immobilise pas, ne nous brise pas éternellement, elle nous fige un moment, elle nous sidère, mais de l'épreuve peut naître quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus riche, de beaucoup plus lumineux, hem, un enrichissement qui, comme, vous venez de le dire Elisa,
est un long chemin, parfois semé d'embûches, mais pour arriver à quelque chose qui est bien évidemment la résilience, mais ces mains tendues dont je parle souvent, votre main aujourd'hui, Elisa, on va le voir, elle est tendue vers les autres et elle a beaucoup de sens. Mais avant que vous commenciez, on va faire une petite pause, d'accord? Absolument. On se rejoint tout de suite. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h18, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne. Nous vous écoutons, Elisa. Mais je vais essayer d'être le plus cohérente possible Je vais vous aider, vous inquiétez pas. parce que aborder son histoire de cette manière-là, voilà, c'est très émouvant, c'est Bien très sûr. puissant. Je ne vous le cache pas bon, je pense que c'est thérapeutique aussi. Donc voilà, je me lance. Donc je suis née dans un milieu où effectivement les enfants n'étaient pas considérés, où ils étaient maltraités, chosifiés par les adultes pour des besoins mortifères. Et je suis née donc de parents dans un climat, on va dire, le terme m'échappe. Je suis émue, profondément émue. Donc mes parents en fait se sont connus en étant chacun mariés de leur côté. Donc Oui, je suis une enfant de la... adultère. D'accord. De- J'ai 55 ans, hein, donc rappelons-nous de la période où ça se situe. Hein. Je Oui, suis née oui. en 67, donc voilà. Et à l'âge, donc mon père ne vivait pas avec moi, enfin avec ma mère, puisque évidemment elle vivait avec son propre époux. Moi, je vivais avec ma mère. Et j'ai subi un inceste de mon père de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 15 ans. Alors, vous avez subi, donc comme j'ai bien compris, votre mère ne vivait pas avec son amant, c'est ça? Exact. Oui, tout à fait. L'amant étant votre père biologique, c'est ça? Absolument, absolument. Et l'inceste est donc commis par Mon, le mon père mari, biologique. Non, non, votre père biologique, d'accord. absolument. Oui, ils se sont. Oui, c'est assez oui, particulier. C'est qu'ils se sont, en fait, tout en restant mariés chacun de leur côté, ils se sont fréquentés comme ça pendant 23 ans, je crois, de D'accord. mémoire. Et donc, Et c'est j'ai été conçue pendant cette. cette période. Voilà. Voilà. Ces incestes avaient lieu dans quelles conditions, dans quelles circonstances, Elisa? Alors, les, le premier souvenir que j'ai, parce qu'il y a des souvenirs qui sont plus confus que d'autres, vu que ça a commencé extrêmement jeune, et que c'est une des nombreuses conséquences d'ailleurs des agressions sexuelles dans l'enfance, c'est la difficulté de se resituer dans le temps. On a une mémoire qui est un petit peu, comment dire, fracturée. Et voilà, ça va être difficile pour moi de vous dire des dates précises, mais je pense que la première fois où il m'a touchée, c'était chez lui, dans D'accord. sa maison, où j'étais couchée dans son lit avec sa femme à côté qui faisait semblant de dormir. Voilà. D'accord. Sa femme, donc, qui n'était pas votre mère, donc Non, sa femme légitime, sa tout à femme fait. légitime. Ce sont des drôles de mœurs déjà, de faire venir sa petite fille et de la mettre dans le lit conjugal. Oui, oui, oui. Mais vous n'êtes qu'au début de l'insolite et de la folie du milieu dans lequel je suis née. Bon, à sa décharge, cette femme vivait un enfer et était complètement soumise à une violence inouïe Ah oui. de la part de mon père Que biologique. faisait Donc, votre père dans la vie? Quel type d'homme était-il? alors, c'était un chef d'entreprise, Ah oui, d'accord. ce que l'on qualifie dans nos provinces de notables de la Oui, région, oui, d'accord. et qui était très connu dans la région et qui
qui faisait régner une terreur autour de lui. Il était de notoriété publique, hein, qu'il était pédophile. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sa seule victime, hein. Vraiment pas. Et tous ses enfants, parce qu'il avait de son côté 4 autres enfants, indépendamment de moi, 4 ou 5, parce que je les connais pas tous. D'accord. Et Qui je sont sais vos que demi-frères et vos demi-sœurs, donc. voilà, et je sais que mes demi-sœurs ainsi que ses petits-enfants ont été également agressés sexuellement Quelle ordure. par cet homme. Oui, C'est fou. oui, 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 c'était, 3 ans et demi, vous c'était, aviez. C'est fou. oui, 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 et je ne sais pas si je peux vraiment m'exprimer complètement parce qu'il y a là, comme ça, sur cette radio, mais je porte aujourd'hui aussi la voix de toutes les personnes qui n'osent pas parler parce qu'elles se disent que On ne les ça croira n'est pas pas. possible. Voilà, et puis c'est tellement, il y a des il y a des choses qui se déclenchent qui sont très compliquées pour Oui, les vous, victimes. vous faites allusion à quoi? À la mémoire post-traumatique? Ou Alors à l'aspect, à ce que ça vient impacter, parce que ça vient impacter bien des choses, mais vous voyez, quand un enfant n'a pas, même pas encore découvert sa sexualité, et il y a un rythme pour cette sexualité, ce n'est pas celui des adultes, hein, bien ça c'est sûr, certain. bien sûr. Quand votre corps est, comment dire, colonisé, c'est le mot qui me vient vraiment parce que j'ai eu le sentiment, moi, d'être envahie par un parasite. Et il y a quelque chose qui a été terrible tout au long de ma vie d'adulte après, c'est que, en fait, votre corps vous trahit. C'est-à-dire que le corps peut réagir à des caresses qui ne sont pas voulues. Et pourtant, il va réagir. Et réagir dans le sens ressentir des sensations, voyez. Et ça, c'est quelque chose qui met dans un état de confusion parce que on ne comprend pas ce qui se passe et c'est dramatique dans sa vie d'adulte parce que cette notion du plaisir ou de la jouissance, vous voyez, ce mot par exemple est un mot que je ne pouvais absolument pas Prononcé. prononcer. Ouais. Non, 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 c'était quelque chose de sali, Oui, j'allais de vous demander pervers. si pour vous le sexe a été longtemps quelque chose de sale. Alors, je n'ai pas fait le chemin dans ce sens-là parce que contrairement à ce qu'on s'imagine, on n'est pas forcément coupé de toute sexualité. Et on peut passer par des stades très différents. Et en l'occurrence, le premier chemin que j'ai fait en arrivant vers l'âge adulte a été de rentrer plutôt dans, je vais pas dire une hypersexualisation parce que ce serait pas exactement ça, mais plutôt dans une hyperséduction. Et comme si le sexe était un passage obligé un petit peu dans une relation avec un homme. Et sans jamais y prendre aucun plaisir, ni savoir pourquoi je le faisais. C'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard en travail thérapeutique. Mais voilà mon histoire. Donc ça a commencé par des attouchements, hein, jusqu'à l'âge de... Je devais avoir à peu près 8, 9 ans. Vous souvenez de ces attouchements? Parce que parfois... Oui, D'accord, oui, ok. Donc, très clairement. très clairement. D'accord. Je me rappelle de la première fois. D'accord. Comment du haut de vos 5 ans, de vos 6 ans, de vos 7 ans, de vos 8 ans, Oui, alors que nous avons souvent abordé sur cette antenne, à travers différents témoignages, euh, la perception de l'enfant qui déjà a comme modèle euh, et comme référent et comme protecteur le papa, la maman, et qui ne sait pas ce que c'est que le sexe, parce qu'à cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est. absolument pas. Est-ce que, est-ce que vous avez perçu tout de suite que c'était mal, qu'il se passait quelque chose de pas bien, de mauvais? Alors pas en conscience, je dirais, mais D'accord. c'est, je dirais mon cerveau, par son processus de défense, qui, en fait, m'a mise en état de dissociation.
dès le D'accord. départ. D'accord. C'est-à-dire que je quittais Vous n'étiez pas là. complètement, je quittais complètement mon corps, je me coupais complètement de mes sensations, de mes ressentis, et c'est quelque chose qui a d'ailleurs perduré dans le temps. Tous les tests que j'ai pu passer à l'âge adulte, là, m'ont fait vraiment me rendre compte, et la thérapie que je suis depuis 5 ans ont pu justement me faire prendre conscience de cet état dissociatif qui perdurait, me coupait de mes émotions D'accord. et de mon ressenti corporel aussi, d'ailleurs, hein. C'est très complexe à, comment dire, à transmettre avec des mots parce Oui, que oui, oui. le j'avais une vie très intense, je dirais, Vous dans étiez ce qui est vous étiez au-dessus, au niveau de ma tête, mais mmh, en dessous, ça n'existait pas. d'accord. Vous étiez une enfant plutôt épanouie, intelligente et structurée. J'avais d'excellents résultats à l'école, Mmh. j'étais plutôt, vive, et oui, j'aimais beaucoup rire, faire des farces, mais il Oui, y avait un autre climat qui a rendu les choses plus compliquées. d'accord. On va Et marquer pardon, allez-y, finissez, non, excusez-moi. non, je vous en prie. Non, non, je vous en Je prie, suis allez-y. désolé, hein, mais je suis obligé de marquer une nouvelle pause, Elisa. Je vous en prie, je vous en prie. Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre du Black Friday pour un abonnement d'1 ou de 2 ans sur nordvpn.com et recevez 3 mois gratuits. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 23h30, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous étiez en train de me dire, Elisa, donc, que vous étiez une enfant plutôt bien structurée, en tout cas bonne note à l'école, plutôt une enfant comme les autres, en fait, mais qu'ailleurs, il se passait autre chose. Qu'entendez-vous par là? Bien, c'est-à-dire que donc les attouchements ont commencé à l'âge de 3 ans et demi, et ensuite, eh bien, a eu lieu le viol, et là j'avais 8 ans, et par mon père biologique, hein. Oui. Et excusez-moi, c'est un Je peu vous en prie, je vous en prie. et ce qui était non moins terrible. Vous savez que je suis très étonnée de pleurer en vous racontant ça parce Mais que c'est je, bon de je pleurer. parle, oui, mais je parle souvent de mon histoire et ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré. Mhm. J'en parle souvent puisque j'accompagne d'autres personnes qui ont Oui, ces problématiques. on va le Donc, voir justement. mais Mais bon, voilà, si vous pleurez, c'est que vous devez pleurer, de toute façon. Donc, pleurons. mais j'aime tant rire, Olivier, j'aime tant rire. Non, 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 mais je vous disais, voilà, j'essaie de vous détendre un petit peu. Oui, je sais bien. Oui, mais c'est-à-dire que ce qui était non moins douloureux, c'est que ma mère biologique était totalement consciente de ce qui se passait et qu'elle n'a rien dit. Elle a laissé faire. C'est fou. Je dirais même qu'elle m'a livrée à lui. Comme un Parce cadeau, que, comme un cadeau. ou comme un moyen de pression pour le retenir. D'accord. Ma mère avait un rapport à l'argent qui était très, voilà, qui passait au-dessus de tout. C'était assez effroyable. Et en fait, j'ai appris à l'âge adulte que la manière dont ma mère avait rencontré mon père biologique, et c'était un de mes demi-frères qui me l'a raconté, puisqu'il était avec elle. C'est donc un frère aîné, bien sûr. Et mon père biologique était à l'époque emprisonné pour une peine de prison pour avoir violé une jeune fille dans le train, une jeune fille de 15 ans. Et à l'époque où les prisonniers faisaient en extérieur des travaux d'intérêt généraux et portaient des costumes un peu genre rayés, genre bagnard, vous voyez. Oui.
et je m'enroue. C'était, lorsqu'il faisait ses travaux, dans les jardins de ma ville de naissance, qu'elle a rencontré, cet homme. Donc elle savait pertinemment, quel homme elle rencontrait et avec quel homme elle avait décidé de faire un enfant, et ça a d'ailleurs été pour moi longtemps un problème existentiel parce que je ne concevais pas d'être, née d'une telle union. Je me disais toujours que je n'aurais jamais dû exister, qu'on ne faisait pas un enfant avec un homme pareil. Aujourd'hui, je vais mieux, je vous rassure à Oui, ce oui. niveau-là. Mais c'était quelque chose de très lourd à porter pour moi, longtemps. Et elle était, elle-même, extrêmement violente, j'ai vécu, vraiment, ainsi que mes demi-frères et sœurs d'ailleurs aussi, de grandes violences physiques, et des tortures mentales, avec elle. Donc je vivais vraiment, vraiment dissociée parce qu'il y avait ce qui se passait à la maison et il y avait ma vie à l'extérieur. Et bon, moi, dans mon sentiment, j'avais l'impression quand même d'être, assez, solitaire. Je me rappelle de longs moments dans la cour d'école où j'étais à part, où je regardais les autres un peu, comme si j'étais en dehors de tout, et je j'avais pas le sentiment de créer de véritable amitié. Et j'ai eu un premier con le la seule fois où j'ai essayé de parler, il y avait dû y avoir un problème dont je n'ai pas souvenir à l'école, puisque, la direction de l'école, alors je ne sais pas si j'étais en maternelle ou début primaire, parce que par rapport à ma taille, j'ai quelques repères physiques, si vous voulez, dans mon souvenir. Enfin, le fait est qu'on m'a fait rencontrer un psychologue en milieu scolaire, et je me rappelle de ce jour et de ces mots. Ils sont gravés en moi voilà, jusqu'à ma mort, parce qu'ils m'ont précipité dans un gouffre, dans un enfer. Donc je me suis retrouvée face à ce psychologue, qui me posait des questions. Je ne me souviens pas des mots, vraiment, et je ne me souviens pas avoir parlé. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvée, avec ce psychologue. Je me rappelle que je fixais mes pieds et que mes pieds, j'étais assise sur une chaise, je fixais mes pieds, je voyais mes pieds qui battaient dans le vide. Donc mes pieds ne touchaient pas le sol, et c'est ça mon repère, si vous voulez, que je n'étais pas très grande. Et je revois encore mes petits souliers vernis noirs, et je lève la tête vers ce psychologue. J'ai encore son visage, hein, gravé dans ma mémoire aujourd'hui. Et j'entends sa voix qui me dit: «Tu sais, c'est vilain de mentir. Et ce serait pas toi qui fantasmerais sur ton père?» Quelle horreur. Alors je n'ai pas compris ce que voulait dire le mot fantasmer, Ouais, bah, vous m'étonnez. mais j'ai compris tout de suite Qui ne que vous je devais croyez me pas. taire. Oui. Ouais, et qu'il fallait que je me taise, surtout. Je me rappelle pas ce que je lui ai dit, hein. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi je m'étais retrouvée là, mais ce moment-là m'a marquée, et je n'ai plus jamais parlé. Ouais. On voit là, dans l'échange que vous avez eu à l'époque, Mmh. imaginons, imaginons ensemble ce soir, avec vous toutes et vous tous qui nous écoutez, tous ces enfants et toutes ces petites filles abusées dans les années 70, où certains intellectuels prônaient, hein, le sexe, Mmh. la sexualité avec les enfants. Absolument. Imaginons combien, voilà, combien d'enfants ont dû se taire ou ont été renvoyés, hein, à leur malheur, comme ça, abandonnés, parce que, en fait, quand on voit la condition des femmes à cette époque, on imagine que celle des enfants, bah, elle était encore plus, moins que rien. Parce que les femmes, à Mmh. l'époque, étaient déjà dans des situations, bah, très précaires. Quand on voit aujourd'hui, l'évolution, la progression et tous les combats menés,
par les féministes et puis par les femmes en règle générale, parce que je n'affectionne pas vraiment les féministes, mais par toutes les femmes qui, à leur niveau, hein, quand je dis à leur niveau, c'est-à-dire dans leur rayonnement, dans leur rayon, hein, amis, famille, ont gagné petit à petit des droits. Il y a quelque chose qui m'a toujours énormément choqué, c'est que dans ces années-là, les femmes n'avaient pas le droit de voter, je crois, Absolument, oui. et qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir de compte en banque à elles. C'est Ouais, fou. je sais pas à partir de. Je ne sais C'est plus assez tardif. Hein. à partir de quand, en tout cas, Oui. elles ont pu voter. Ah, Oh, oui. Romain me dit que c'est à partir de 45. Donc vous voyez, j'étais en train de me tromper. Mais en tout cas, pour le compte en banque, je crois que c'est aux alentours des années 70 que ça a évolué. Oui, c'est ce que j'avais en tête, les années 70, mais sans certitude. Je crois que c'est là, hein, 72, où il y a eu quelque Ouais. chose qui a changé à ce moment-là. Mhm. Donc on peut imaginer combien les enfants, dans tout ça, voilà, alors là, c'était... parce que bon, quand un enfant sent déjà, enfin, il sait qu'on va pas l'écouter, qu'on va pas l'entendre. Aujourd'hui, on le voit déjà. Donc on Mm. imagine qu'à votre époque, bon, vous avez quand même eu le courage de parler. Oui, oui, Eh oui. mais voilà, c'était euh, les, les, les moments, les années qui ont suivi euh, sont, sont indescriptibles Il a de, continué, de souffrance. il a Oui, continué. Jusqu'à quel oui, âge? 15 ans, Oh là là. jusqu'à 15 ans. Il est encore en vie? Et Il est encore en vie, non, cet homme? non, 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 il Vous est nous direz décédé. s'il a été condamné ou pas? Vous avez pu porter plainte à un moment ou pas? Ou est-ce qu'il est J'ai failli il y a quelques années. C'était pas encore prescrit? prescrit à Ouais. ce moment-là. Et je sais que l'avocat avec qui j'en avais parlé à l'époque avait tout fait pour m'en dissuader. Il m'avait dit tu vas te faire laminer. Ils vont tout faire pour te démonter. Est-ce que Pourquoi? Parce que tu es c'était encore un notable, enfin, il était encore puissant à ce moment-là? Oui, mais pas seulement, parce que c'est une pratique qui avait souvent cours, et j'aimerais pouvoir dire que ce soit plus le cas, mais c'est pas vrai non plus. C'est vrai que bah, les victimes étaient vraiment extrêmement maltraitées, et il fallait être très solide pour faire ce chemin. Très très solide, parce que le système judiciaire et les parties adverses en fait étaient très. Voilà, il paraît que c'était très dur. Donc, à cette époque, je n'avais encore fait aucun. J'étais vraiment une toute jeune fille. Oui, oui. Je devais avoir peut-être 22 ans ou 23 ans. Et voilà, ces simples mots ont suffi quelque part à me dire non, 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 D'accord, à réveiller toutes les peurs, et je ne l'ai pas fait. d'accord. Je ne- On va faire une dernière pause avant, minuit. Mhm, Elisa, pardonnez-moi, mais il y a pas mal de pubs ce soir. On se retrouve dans mhm. quelques secondes. À tout de suite. Surfez en toute sécurité avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants durant vos téléchargements. C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus. Profitez de l'offre du Black Friday pour un abonnement d'1 ou de 2 ans sur nordvpn.com et recevez 3 mois gratuits. NordVPN, votre cybersécurité au quotidien. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Vous avez, au final, Elisa, donc rebroussé chemin. Vous avez écouté cet avocat et vous ne l'avez pas fait. Non, 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 j'ai pas eu ce courage à ce D'accord. moment-là. Et- Il mais donc, sait, lui, ensuite, à partir du moment où vous avez fait votre vie, que vous êtes parti faire des études, à quel âge vous êtes parti du foyer familial? malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres étapes avant ça, D'accord. beaucoup moins heureuses. Donc, effectivement, donc les viols ont démarré, j'avais 8, 9 ans à peu près, et ont duré jusqu'à l'âge de 15 ans, plus les violences physiques. Et les violences physiques que j'ai subies, mais également j'ai vu la violence physique entre mon père biologique et ma mère, des scènes
absolument épouvantable, où il essayait de l'étrangler avec le fil du téléphone. Oh là là. Il y a vraiment des gens Où qui je sont tarés, quoi. Ouais, ouais, C'est on peut fou, dire hein. ça. Ah mais oui, bah, il y a pas d'autre mot. Pardonnez-moi, il n'y a pas Ouais, d'autre mot. et c'était une violence constante, C'est constante, fou, hein. et c'était ce stress intense de rentrer de l'école et de se dire, de sentir l'odeur de son cigare mélangé à son eau de toilette, et là, je savais qu'il était là, donc j'essayais de rentrer très doucement de l'école pour pas qu'il m'entende, pour pouvoir lui échapper. Donc ma vie, c'était ça en permanence, et développer des stratégies de protection. Des fois, je m'enfuyais dans la forêt, même très jeune, hein, déjà à 5-6 ans, je partais seule dans la forêt, personne ne se souciait de savoir où j'étais à ce moment-là, hein. Mais en réalité, pour moi, les prédateurs, ils étaient chez moi. Ils n'étaient pas à l'extérieur. La forêt, c'était vraiment mon refuge. Et ma mère a eu elle-même une enfance absolument effroyable. Elle avait perdu ses parents, elle avait l'âge de 3 ans. Et elle a été placée à la DAS, c'était pendant la guerre. Elle a été séparée de ses frères et sœurs, elle ignorait même qu'elle en avait. Et la famille où elle a été placée, elle a été battue, violée, affamée. Donc voilà, je dois quand même voilà, lui reconnaître cette terrible souffrance, même si je n'en fais pas une excuse en soi. J'ai malgré tout de la compassion pour ce qu'elle a, pour la petite fille qu'elle a été. Pas pour la femme, mais pour la petite fille qu'elle a été, oui. Et ce qu'on lui a fait endurer aussi. Malheureusement, elle n'a pas su transcender ça en quelque chose de plus beau et de plus fort pour elle. Ça n'a pas été possible, et elle est rentrée dans une très grande violence avec ses enfants. Et malheureusement, elle était en dépression presque permanente. Et je me rappelle aussi de moments vraiment qui restent toujours extrêmement douloureux pour moi, où j'étais à genoux au pied de son lit à lui tenir la main et à la supplier de ne pas mourir, parce qu'elle faisait des tentatives de suicide où elle me prenait à chaque fois à témoin. Donc j'ai vécu dans cette terreur en même temps, parce qu'un enfant, malgré tout, reste attaché à ses bourreaux. Oui, c'est fou, c'est fou. Mm. Mais c'est le seul repère qu'on ait. Exactement, le seul Et, modèle, hein, comme je vous le disais. ouais, absolument. Et c'était terrible. J'étais vraiment prise d'une terreur absolument épouvantable quand je la voyais prendre des médicaments avec de l'alcool, perdre connaissance. Et Elle était folle, elle, elle était, elle était, désespérément folle. oui, et euh, terriblement immature, j'ai envie de dire. Terriblement immature, et d'une dépression profonde, hein, avec toute la batterie de médicaments, d'anxiolytiques en tout genre qu'elle pouvait avaler, alors couplée avec de l'alcool. Et elle ramenait, ce qui m'a aussi considérablement marquée dans ma propre identité de femme, elle ramenait des hommes Ah ouais, d'accord. Oh perpétuellement à là la là. maison, avec Mais lesquels elle avait des rapports sexuels. son mari disait quoi dans tout ça, lui? Il faisait quoi? Il Alors, était chef d'entreprise, lui aussi? non, non, pas du tout. Cet homme était un homme complètement soumis, et puis complètement écrasé par l'alcool. Ah oui, d'accord. Il ne réagissait plus à rien. Il vivait au rez-de-chaussée de la maison, et il se croisait, voilà. Mais elle le maltraitait d'ailleurs, elle le battait, hein, donc c'était des combats entre eux aussi. Donc Ouais, non, vous c'était viviez avec les sauvages, quoi. complètement, Ouais. complètement. Et il y avait cette violence, et cette violence, eh bien, elle atteint tout le monde. Et d'ailleurs, du côté du foyer de mon père biologique, c'était la même chose. Il y avait beaucoup de violence. Et là, on était dans je dirais, un niveau social qui, aux yeux de la société, ne pouvait envisager de tels comportements. Et pourtant, c'était d'une perversité immense. Et pourtant, ouais. Mmh, mmh. Et eh bien,
est arrivé ce qui arrive souvent lorsque des enfants sont maltraités, c'est que soit on reproduit la violence qu'on a vécue d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que les sévices sexuels, mais bon, j'ai été victime d'agressions sexuelles par certains de mes demi-frères qui ont continué à faire cela en même temps que je Tranquillement. subissais ça de mon père. Oui, Mm. d'accord. Mais ils étaient eux-mêmes des Abusé. adolescents Oui, ou des... Non, ils n'étaient pas abusés, mais ils étaient maltraités. d'accord. Maltraités, Oui. oui. Mhm. Mais pas abusés sexuellement, non. D'accord. Enfin, pas... Quelle relation vous avez avec eux aujourd'hui, ces gens-là? Je n'en ai plus. Oui. Je n'en ai pas eu beaucoup, à vrai dire, parce que j'ai été... ma mère avait aussi cette particularité de cultiver la haine et la colère entre nous, entre Divisé ses pour mieux propres régner. enfants. Ah, absolument. Et j'étais celle qu'on appelait la fille de l'autre. Ça a été comme ça qu'on m'a appelée Ouais, pendant d'accord. toute mon La enfance. fille de l'autre. La fille de l'autre. L'autre étant mon père biologique, bien sûr, qui était détesté par mes demi-frères et demi-sœurs, à juste titre, hein, puisqu'il n'était vraiment pas tendre avec eux. Mais c'était moi qui en étais le symbole, donc c'était moi qui en faisais les frais. Donc le jour où j'ai parlé, enfin j'ai été rejetée, à vrai dire, j'ai été rejetée dès le départ. Mais j'ai essayé après, à l'âge adulte, quand j'étais mariée, de retourner vers eux et de leur dire on était des enfants, on n'avait pas choisi. On peut peut-être apprendre à se connaître, mais ça n'a pas fonctionné. Et surtout lorsque j'ai parlé, alors là j'ai été carrément rejetée. Ils préfèrent fermer les yeux et ils n'ont pas accepté d'entendre que notre mère était complice de ça. Donc j'ai Mhm, été mhm, rejetée du mhm. fait d'avoir dit ça. Tout a joué contre vous, hein. C'est fou. C'est assez fréquent. Ah oui? C'est assez fréquent, malheureusement, que lorsque les victimes s'expriment, lorsqu'il y a surtout des incestes familiaux, très souvent la victime va être rejetée et l'agresseur va être maintenu dans le relationnel et va être protégé. Mais le degré de violence et de maltraitance. Allô? Elisa? Elisa? Ah, on a perdu Elisa. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu de musique et puis on va la rejoindre, bien évidemment, tout de suite. Voilà, on écoute un peu de musique. À tout de suite. Où en étions-nous, Elisa, dans tout ça? Parce que vous avez été coupée au moment où vous... Oui, je disais que en fait toutes ces années ont été vraiment Oui, une longue succession de violence. de violence et j'ai c'est fragmenté. J'ai des souvenirs de situations où et je me rappelle que par exemple lorsque j'avais plus de 10 ans, je dormais tout habillée et je mettais un jean très 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 serré pour que ce soit compliqué de l'enlever. Oui, Et je me rappelle que je voyais toujours ce filet de lumière de la porte qui s'entrebâillait, qui venait traverser mon édredon. oui. Et là, je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui. Et ma mère était à côté dans le salon et regardait la télé, sans, selon elle, ne pas savoir ce qu'il venait faire dans ma chambre. Parce que vous lui avez mis ça Pardon? vous lui avez mis en pleine face à votre mère à un moment. Vous lui aviez... Alors, j'ai essayé de parler, je pense, là aussi j'étais jeune, j'avais dû essayer d'en parler avec elle et la scène dont je me souviens est juste effroyable parce que j'avais mon père qui me tirait par une main, ma mère qui me tirait par l'autre, ils me tiraient chacun à eux violemment. Lui, il me traitait de menteuse, me menaçait, elle me disait que j'avais intérêt à parler, que j'étais une petite vicieuse. Et Quelle voilà, horreur. j'étais écartelée entre les deux et je les regardais. Je sais que moi, j'étais, voilà, encore une fois, j'étais plus à l'intérieur de moi. Oui. Et
je crois, c'est les seuls souvenirs que j'ai de moments qui m'ont révélé que j'avais essayé de parler. Je me Oui, souviens de absolument pas. confrontation. Oui, je me souviens absolument pas du fait que j'ai voulu parler avec ma mère, mais le fait qu'il y ait eu cette scène, je suppose qu'il y avait une dispute entre eux. Alors, est-ce que j'ai parlé? Est-ce qu'elle a voulu, elle, mettre les choses à jour avec mon père biologique? Je n'en sais rien. Et puis, j'ai des doutes vu le déroulement de... Et puis, vu son comportement, hein, surtout. Hein. Elle, vraiment, elle s'est tue, elle a laissé faire. Et il pouvait, à loisir, venir dans ma chambre Oui, et il régnait sur ce foyer en maître complètement, en tyran. despote. Oui. Oui, mais en tyran. Et Ah, votre téléphone a encore coupé, en fait. Déplacez-vous, Elisa, parce que je pense que c'est une question de, de réseau. Si vous m'entendez, si vous déplacez. Autrement, de toute façon, l'info arrive sur Europe 1, donc on va marquer une petite pause et puis on va improviser. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne d'Europe 1, 7 jours sur 7, chers amis. Vous pouvez joindre toute l'équipe de la libre antenne au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules. Bien évidemment, vous le savez, cette libre antenne, c'est chez vous, c'est pour vous, et nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes avec Elisa, depuis le début de cette émission, Elisa qui nous raconte les viols qu'elle a subis, les maltraitances dès l'enfance. Elisa qui va nous raconter la suite de sa vie, parce que nous passons du temps ensemble avec Elisa ce soir, parce que Elisa représente quelque part eh bien, toutes ces femmes, tous ces hommes aussi, hein, puisqu'il y a eu des hommes maltraités, abusés lorsqu'ils étaient enfants. Et Elisa, elle est cette voix ce soir qui porte cette réalité, mais au-delà de l'épreuve, vous allez entendre ce qu'Elisa en a fait, le sens qu'elle a donné à tout ça. Mais revenons avec vous, Elisa, et maintenant passons, parce que nous avons passé un moment sur donc ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente. À partir de quand vous construisez-vous? Parce que je crois savoir qu'avec ce que vous avez vécu, ce sont les hommes maltraitants qui ont fini par arriver dans votre vie. il y a eu une petite étape avant, puisque j'ai ma mère. D'abord, les derniers mots de mon père, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 15 ans. Et c'était dans la rue, je m'en souviens très bien. Et il s'est retourné, il m'a regardé et il m'a dit: de toute manière, tu n'es qu'une putain comme ta mère. Oh la vache. Ça, c'était les Ah, derniers mots lui, il aurait que mérité j'ai de, eus de lui. il aurait mérité de, enfin, il aurait mérité plein de trucs. Ah Oui, là là, mon Dieu. j'imagine, Ah j'imagine. oui, ah Oui, oui. et ces mots, je n'imaginais pas combien ils seraient crucifiants dans ma vie. C'est fou, hein. C'est fou parce Ça a été que, un long travail de s'en défaire. bah Ouais. oui, bien sûr, bien évidemment, parce que il y a dans ces mots la certitude qui les accompagne. Euh, Mhm, je suppose ce qui mhm. vous crucifie, c'est ce bon droit dont ils croient être détenteur finalement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre, j'allais dire de votre pauvre mère, mais oui, votre pauvre mère qui Oui, oui, on semble peut le être dire. Ouais. une âme à la dérive. Euh, Mhm. vous avez commencé à vous construire en tant que femme à partir de quand? Il y a eu une étape avant ça, enfin quelques étapes, mais il y a eu surtout l'étape de la rue, puisque ma mère m'a jetée à la rue un soir d'hiver alors que j'étais encore mineure. Et je me rappelle qu'il pleuvait, c'était la nuit, je me suis abritée dans une cabine téléphonique. Oui, ça existait encore à l'époque. Et me demandant qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dirigée, bien, je dirais, comme une automate vers la gare, parce que je ne sais pas pourquoi les gares me faisaient toujours rêver, les trains. Et j'ai pris, je me rappellerai toujours, je suis montée sur le quai numéro 1 à Strasbourg, et j'ai pris le premier train direction Paris, sans billet, sans argent, sans rien. Et
Je me suis, endormie dans un wagon, où il y avait des comment on appelait ça? Des cabines indépendantes, hein, Oui, des couchettes, enfin et non, non, c'était ah pas non, des non, des couchettes, compartiments. des compartiments, Mmh. voilà, c'est ça. Et je me suis réveillée lorsqu'un groupe de militaires est rentré dans ce compartiment et il y avait les contrôleurs qui arrivaient et puis on avait commencé à discuter. J'ai dit: «J'ai pas d'argent, j'ai pas de billets» et ils se sont regardés et ils se sont tous cotisés et ils ont été voir le contrôleur et ont payé ce billet pour moi. Comme quoi il y a des garçons bien. Absolument. Ils l'étaient vraiment jusqu'au bout et l'un d'eux a dit mais m'a posé des questions, m'a demandé où j'allais et je lui ai raconté ma situation, mon histoire et il m'a proposé de venir. Il rentrait chez lui en permission. Il m'a Oui, proposé de m'amener avec lui chez sa mère. Donc voilà. J'ai pu y rester que 24 heures, donc mais c'était voilà, c'était apaisant. dans ma vie, voilà, j'ai eu des petits jalons comme ça d'humanité Oui, qui oui. ont parsemé mon chemin, qui à chaque fois me permettaient de continuer, d'avancer d'une manière, bon, j'ai connu quand même la rue pendant quelques mois. J'en ai le souvenir, de ma première nuit au bois de Vincennes où, j'étais allée, me coucher, sous, les branches, il me semble que c'était une sorte de sapin. Enfin, il avait ses branches qui descendaient très bas, qui touchaient le sol. Je me rappelle m'être allongée dans l'herbe et d'avoir regardé cette herbe comme ça qui était légèrement gelée, au ras du sol et je me suis endormie comme ça. De la rue, je garde ça comme souvenir. Je garde, bien la faim aussi puisque j'ai connu, ce que c'est de rester sans manger, sans boire pendant plusieurs jours et de perdre connaissance dans la rue. Hem, ça c'est quelque chose pour moi qui reste encore, très marquant, très, très marquant. J'y ai rencontré de belles personnes aussi et après, progressivement, j'ai trouvé un premier travail la nuit et cet employeur m'a payé une chambre d'hôtel et après la chambre d'hôtel, j'ai pu prendre un appartement et comme ça, tout doucement me reprendre une vie, normale. Je suis pas restée extrêmement longtemps dans la rue, mais suffisamment pour que ce soit marquant. Je pense que j'ai dû rester à peu près 3 mois, quelque chose de cet ordre-là et j'ai rencontré celui qui allait prendre, le relais de mon père. Évidemment. Parce que on est conditionné, préparé à rencontrer, des bourreaux quand on a vécu ça dans notre enfance et il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient, du langage inconscient, enfin, les bourreaux vous repèrent, quoi. Il y a quelque chose, ils vous reniflent, ils vous sentent et moi j'étais vraiment, en fin de compte, d'une très grande innocence et quand cet homme, qui avait à peu près moi j'avais 17 ans, lui il devait avoir à peu près peut-être 28 ans. Oui. Quand il est venu vers moi, il était grand, il était fort, il était Il allait vous beau protéger. et voilà et il avait un charme fou, il était apprécié en société, enfin il avait vraiment et il était extrêmement séduisant et rien. Enfin la vie vous souriait, en fait. Voilà, Ouais. voilà, voilà, tout à fait. Mais ça a été de très, très courte durée puisque, donc il faisait partie d'un corps, d'armée, d'élite et c'était un commando, donc avec une force, démesurée et il partait, souvent en mission. Et un jour où il était parti en mission, j'ai une amie qui m'appelle pour aller boire un verre avec d'autres amis. Voilà. Je suis jeune, hein, j'ai peut-être, je sais même pas si j'avais déjà 18 ans. Je, je, Alors on a été à nouveau coupé. On va, rappeler, Elisa tout de suite, le temps, que
tout ça se mette en route. Ne vous inquiétez pas, nous avons quelques petits problèmes techniques sur cette ligne, mais bien évidemment, on va retrouver Elisa. Au bout d'un moment, je pense que son téléphone, la ligne, vous voyez, se coupe et on arrive régulièrement donc à la rappeler et elle décroche tout de suite. Donc, patientez quelques secondes si vous le voulez bien. Je vous rappelle que vous pouvez appeler le 3921 puisque Julia et Florian sont là, ils attendent votre appel et que voilà, vous pouvez leur parler en même temps et préparer. Voilà, Elisa est revenue. Oui, Vous allez, beaucoup de problèmes de ligne, oui. vous allez, oui, c'est votre ligne qui coupe, à mon avis, je sais pas, il y Oui, a un petit problème. Mais c'est pas grave. Vous allez donc boire ce verre avec votre ami. oui. Et je vois au travers de la vitrine de cette brasserie, eh bien, mon ami. Et il, alors toute surprise, je suis heureuse de le voir. Je sors et je lui dis, mais que fais-tu là? Et je n'ai pas le temps de terminer ma phrase que il m'assène une gifle d'une violence Oh là là. épouvantable. Je me rappelle que j'ai mes boucles d'oreilles qui ont volé dans la rue et j'étais tellement sonnée que je n'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Comment un homme peut faire ça? C'est fou. Et pensez bien que là, vous avez un homme d'un mètre Ouais, un 90. molosse. Oui, oui, un molosse, oui, absolument. Et, et c'était comme ça que tout a commencé et se met en place, pour faire court, se met en place toute cette manipulation, tout ce conditionnement qui m'a fait rentrer dans une dépendance affective, mais par ce que j'avais vécu, j'étais prête à ça, prête à rentrer dans ce conditionnement affectif, Ouais, sans le ouais. savoir, hein, évidemment. Et les violences ont continué et sont allées crescendo. Et il me faisait suivre par ses frères lorsqu'il était absent. J'étais surveillée en permanence. Et il y a eu les violences physiques, les viols à répétition, puisqu'il me frappait et me violait dans la foulée. Euh, euh, Excusez-moi, c'est intense pour moi. Ça fait longtemps que je n'avais pu évoquer ça. Et jusqu'à un jour où il a fermé notre appartement, il a mis le lit en travers de la porte et il m'a dit: «Maintenant, je vais te tuer». Allô? Oui, je suis là, je vous Oui, écoute. pardon, j'ai cru qu'on avait été Non, non, coupé. non. Il disait: «Maintenant, je vais te tuer». Et là, j'ai vraiment cru que ma dernière heure était venue. Donc il m'a projetée au sol et a commencé, donc il avait ses rangers et puis il a Oh commencé là à là. me rouer de coups de pied dans la tête, dans le ventre, dans le dos. Et je me suis recroquevillée en boule pour me protéger la tête, le visage. Et c'est ça qui est assez terrible quand on est en état de sidération, eh bien, que les autres personnes qui vivent des agressions entendent bien cela. On est en état de sidération. Oui. On ne sait pas laisser faire. On a été agressé. Ça n'a rien à voir avec cette notion qui ressort toujours de se laisser faire. On n'a pas laissé faire quelque chose. On n'est plus en état, on n'est plus là, on n'est plus à l'intérieur de soi. Le cerveau nous met à l'abri, hein. Donc il nous met à l'abri de la souffrance. D'ailleurs, sur le moment, on ne ressent rien. Et j'ai entendu quelqu'un hurler et frapper à la porte, qui avait entendu Oui, certainement les oui. cris. Qui vous a sauvé la Et j'ai vie. eu un instinct de survie, j'ai bondi. Je suis arrivée à pousser le lit et à ouvrir la porte et cet ami m'a mise à l'abri. Il a tout fait pour le calmer, lui. Mais des événements comme ça, il y en a eu plusieurs. Ça a continué Où après? Vous êtes resté avec il me lui? rattrapait dans la rue, Ah oui. me donnait des coups de tête. J'ai eu l'arcade sourcilière ouverte. Vous êtes resté combien de temps avec cet homme? Et son grand plaisir était de me frapper et après de vouloir faire ce qu'il Oui, appelait bah oui, l'amour. l'amour, oui, bien sûr.
Et un jour, j'ai eu le courage de lui dire: «Tu ne me toucheras plus jamais». Et là, ça a été épouvantable parce que alors ça, et là, il a été d'une violence inouïe et évidemment, on m'a violée immédiatement pour me faire comprendre que c'était lui le maître. D'accord. Cet homme-là, il est encore en vie aujourd'hui? Donc les hommes, pour moi, c'était ça, Ouais. et c'était que ça. Mmh. Ça a été très dur. Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu d'autres, relations violentes comme ça après? Ouf, c'est étrange de raconter tout ça Oui. maintenant comme ça. Mmh. Allô? Oui, je suis là. Allô? Oui, oui, je suis là, Elisa. Vous m'entendez? Allô? Oh, Visiblement, allô? Elisa ne nous entend plus, donc on va écouter un peu de musique parce que là c'est un peu lourd, et puis on va la retrouver tout de suite après. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Nous avons récupéré enfin Elisa et nous prions, nous croisons les doigts pour que la ligne tienne. Elisa, vous m'entendez? Oui, je vous Bon, entends. Oui, on n'a pas de chance ce soir. non, non, non. Bon, on a plus que 20 minutes, 18 minutes Oui, même. absolument. Donc, vous avez au final pu vous extirper de cet individu violent. Vous avez pu Eh vous bien, en aller? il a détourné son intérêt après avoir tenté de m'assassiner par étranglement. Il a détourné ses centres d'intérêt vers une amie. Et D'accord. il a disparu de ma vie. Après m'avoir fait vivre L'enfer. 3 années de terreur et en me disant que jamais je ne le quitterais, sinon il me retrouverait où que je sois, il me tuerait. Cet homme est Enfin, toujours en vie aujourd'hui. Enfin, il je est. le suppose, Oui. je le suppose, je n'en ai aucune Ouais. idée. C'était dans Je quelle ne l'ai plus région ça en fait que ça vous est à arrivé? Paris, À à Paris. Paris, D'accord. à Paris, absolument. Donc bon, je vais faire concis. 22 ans, je rencontre Pierre. Pierre, c'est mon mari, toujours aujourd'hui, donc ça fait 32 ans. Et je rencontre un homme d'une qualité humaine exceptionnelle. Et je dois dire que j'ai autant envie de pleurer en parlant de lui que lorsque je parle des aspects les plus sombres de ma vie. Je pleure, mais là, je pleure d'émotion parce que cet homme Vous a sauvé la vie. est... oui, vraiment, vraiment, parce que, bon, d'abord, j'ai rencontré un homme qui respectait les femmes, et qui respecte Ça les femmes. existe. Ça existe. Absolument, Et il y en a absolument. beaucoup plus qu'on ne le croit. Et absolument. Ah oui, 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 absolument. Et malheureusement, euh, mes traumatismes étaient tellement intenses que donc j'ai eu ma petite fille, Chloé, qui est ma petite merveille. J'étais heureuse de la voir, mais malheureusement, et ça se fut une terrible culpabilité, mes souffrances m'ont rattrapée et j'avais malgré tout le, voilà, des envies de mourir. Et je me sentais extrêmement coupable de ne pas arriver à avancer alors que j'avais tout. Oui. J'avais tout pour être heureuse et ça n'était pas possible. Et eh bien, je vais faire encore un grand bond parce qu'il y a eu voilà quelques tentatives, je dirais, thérapeutiques qui extrêmement courtes, qui se sont soldées par des échecs jusqu'en 2012 où là, c'est l'effondrement et il y a mon corps qui s'arrête de fonctionner net. Je perds l'usage des jambes, des bras, je perds la mémoire, je ne me souviens plus de mon nom. On va suspecter un Alzheimer précoce, ensuite on va rechercher une sclérose en plaques. Enfin bon, on commence une errance médicale absolument effroyable où j'ai vécu des violences médicales vraiment inouïes. Et j'ai rencontré aussi des soignants bienveillants, mais malheureusement démunis face à ce qui ne pouvait se quantifier sur une prise de sang ou sur une radio. Et il y avait une grande méconnaissance de ce que l'on nomme le syndrome post-traumatique.
et dont je souffrais. Je ne sais pas si je peux déjà parler au passé, mais ça va tellement mieux que Oui, oui, oui. j'ai tendance à vouloir, le mettre au passé. Mais je travaille encore, en thérapie sur moi évidemment et après, ces tentatives infructueuses et bon, j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation de pleine conscience et ça m'a permis de récupérer une certaine mobilité, mais gardant des souffrances, chroniques, dans mon corps vraiment immenses, C'est fou. jusqu'à il y a 5 ans où j'ai rencontré un thérapeute, différent, avec des pratiques différentes, mais surtout qui avait fait son mémoire justement sur, les enfants victimes de violences sexuelles. Oui, Et c'est un thérapeute à qui, je tiens à rendre hommage ce soir, Jean Guillaume, qui, m'a ouvert des horizons de réflexion, de pensée et qui, m'a aussi ouverte à ces méthodes thérapeutiques que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Parce que pour précision, en 98, j'avais commencé à faire des formations, de différents outils thérapeutiques et j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie d'enfants en milieu hospitalier. Donc, j'étais déjà dans cette notion d'accompagnement, mais j'avais tenu mon histoire à distance. Et mais grâce à ce chemin que j'ai entamé il y a 5 ans à peine avec, ce thérapeute, eh bien, il y a un véritable avant et après. Et j'ai mis longtemps, j'ai hésité et j'ai décidé de consacrer mon accompagnement thérapeutique, en cabinet privé où je pratique maintenant et où je reçois des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu des sévices dans l'enfance de différentes natures et également des viols, des actes de torture, des violences. et c'est fou comme, Et il y en a. oui, énormément. Ah oui. Et je suis très soutenue, très, très soutenue, très accompagnée par mes proches, par mon mari, par ma fille. J'ai créé une association et là, je suis en train de travailler sur la création d'un lieu écothérapeutique, pour accueillir les personnes, victimes de graves maltraitances dans l'enfance et à l'âge adulte et c'est un lieu Comment qui comment accueillera comment ces s'appelle, personnes-là, comment s'appelle l'association? les toits de l'âme. Les Toits de l'âme, d'accord. Alors, TOITS. Et ce lieu accueillera non seulement des personnes, victimes de maltraitance, mais ça va être un lieu tout à fait particulier parce que, je veux que ce soit un lieu de vie. Il y a un aspect qui est très important quand on a vécu ce type de sévices, c'est, non seulement reconquérir son allô? Oui, Allô? oui, je suis là, je suis là. Oui, j'ai cru qu'on était à nouveau coupé. Oui, non seulement reconquérir son corps, mais également cette sécurité intérieure et puis réintégrer son corps, réintégrer toutes les parties de son corps Parce parce que qu'on est c'est complètement là dissocié. que le combat, se mène, hein, finalement. Mmh, absolument. Je je suppose aussi qu'il y a, quelque chose de l'estime de soi, Ah oui, à réinstaurer, parce que quand absolument. on repense à ces paroles crucifiantes, comme vous le disiez tout à l'heure, de la Mmh mh. part de votre bourreau, Mmh. hem, je pense que, oui, c'est ça, le combat est vraiment immense de ce côté-là, parce qu'il y a une telle Mmh. mésestime, sous-estime de soi, Et hem culpabilité, et une immense culpabilité. culpabilité. Ouais, Oui, une terrible culpabilité et ça, c'est quelque chose, de très complexe, très, très complexe c'est vraiment un long cheminement que je ne pourrais pas résumer là en quelques minutes, mais j'aimerais profiter du temps qui me reste pour, porter ce message de vie et de joie et j'ose utiliser le mot joie parce que c'est vraiment ce que je veux transmettre, aux personnes, et au travers de cette association. Dans ce lieu, il y aura aussi d'ailleurs, des animaux qui ont subi des maltraitances parce qu'aujourd'hui, bien, le l'impact du monde animal sur, l'effet thérapeutique sur l'être humain n'est plus à démontrer. Il y a vraiment une interaction, il y aura des potagers, ce sera vraiment un lieu de vie, dans l'esprit et ancienne ferme. vous êtes soutenu pour ce projet? Alors, je suis accompagnée, par,
une avocate au barreau de Mulhouse qui nous soutient bénévolement, un expert comptable. Et là, on a créé sur une plateforme de crowdfunding on commence la levée de dons pour créer ce lieu, effectivement. Et donc, il y a cet appel aux dons qui est vraiment essentiel pour le devenir de ce projet. Et j'y consacre tout mon temps, voilà, 24 heures sur 24. Et c'est en plus, je veux dire, des accompagnements que je fais en journée avec les personnes que j'accueille à mon cabinet. Et d'ailleurs, à toutes les personnes qui m'accordent leur confiance, je tiens à les remercier et puis à les honorer ici parce que ce soir, parce que ce sont des personnes extrêmement courageuses, extrêmement impliquées, et je les remercie de la confiance qu'ils m'accordent, qu'ils et elles m'accordent. C'est c'est nourrissant, c'est enrichissant. J'ai créé également des groupes de parole pour les personnes victimes de violences sexuelles. Oui, Donc, j'y consacre tout mon temps et je sais que je vais y consacrer le reste de ma vie. Mais maintenant, pour moi, le projet majeur, c'est effectivement les toits de l'âme oui, que je souhaite faire grandir. arriver dans la matière, Oui. quoi. Arriver Que- concrètement dans la matière. Quel rapport vous entretenez par rapport à euh, vos patients, en tout cas, je ne sais pas comment vous les appelez, les gens que vous accompagnez, par Voilà. rapport à votre histoire? Euh, est-ce que vous évoquez votre histoire? Est-ce que c'est important ou pas d'évoquer son histoire pour que il y ait... Oui, j'ai souvent, vous évoquiez dans les yeux d'Olivier tout à l'heure, oui. euh, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois entre les personnes qui ont le courage, hein, comme vous ce soir, de raconter leur histoire. Il y a quelque chose de très important, c'est cette confiance qu'ils me font. Oui. Et souvent, avant de me recevoir, ils se sont renseignés sur moi et savent que j'ai traversé diverses épreuves euh, qui, qui font de moi quelqu'un qui connaît l'épreuve et Mhm. qui sait combien à un moment on peut se retrouver à chuter et à tomber sans pouvoir se raccrocher à quoi que ce soit et à tomber, cette sensation de naufrage perpétuel, de chute perpétuelle. Et, Mhm. et c'est vrai que sans l'évoquer vraiment, elles me font comprendre souvent que parce que j'ai connu l'épreuve, elles me font confiance parce que je sais. Donc, Absolument. vous, Mm. comment vous, comment vous la mettez, votre histoire, dans le rapport que vous avez aux autres? Comment... Eh bien, au départ, j'étais un peu plus mesurée. J'étais restée assez vague dans mon histoire sur mon site internet. J'évoquais des maltraitances dans l'enfance, mais j'étais restée assez vague. Jusqu'au jour où mon thérapeute me dit, écoute, il est bien ton site internet, mais tu appelles, tu invites les personnes que tu accompagnes à libérer la parole alors que tu ne le fais pas toi-même. Que penses-tu que leur inconscient peuvent capter comme message? Et je me suis dit, mais c'est vrai, tu as raison, le temps est venu. Et c'est extrêmement récent puisque j'ai été vraiment témoigner de mon histoire dans le détail. Je sais pas, ça doit peut-être dater de 3 4 mois. Oui, c'est important, je crois. Et oui, et c'était tellement évident quand je l'ai lu, parce qu'en fait, il me l'a écrit par mail, et quand je l'ai lu, ça s'est imposé comme une évidence. Et c'est là que j'ai tourné pour la première fois cette vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Et ça a donné une dimension à mon accompagnement thérapeutique Mhm. Ben extraordinaire. oui. Parce, On peut la retrouver où, cette vidéo? Donnez-moi les alors, références. alors, alors c'est sur YouTube, sur la chaîne Les Toits de l'âme, sur le D'accord. compte Les Toits de l'âme. Sur les toits de l'âme. Donc les toits comme les Alors, Les toits, Toits hein. de Toits. TOITS. Alors, mais par contre, on ne trouve qu'avec je ne sais pas si c'est pas au travers de mon nom de famille aussi, le compte.
Moi, ça ne me dérange pas de le donner, hein, cela dit, à l'antenne, hein, puisque moi, Florian me dit qu'il cherche là et nous allons le Oui, mettre sur notre oui, groupe de parole pour que celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui ont une curiosité ou qui se sentent concernés, mais il me dit il l'a trouvé. Donc il va tout mettre ok, sur notre super. groupe Facebook pour que celles et ceux qui ont envie de Mais vous écouter. toutes les personnes qui veulent me parler, me poser des questions, il y a mon téléphone, je suis joignable, je réponds à tout le monde, D'accord, absolument tout le monde. d'accord. Et pour moi, c'est vraiment, pour répondre, juste un petit peu plus loin dans votre question, oui, dans l'accompagnement thérapeutique, ça a absolument tout changé. Ça a donné une très grande dimension. C'est vrai que le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, fait que j'ai une perception quand j'ai l'autre en face de moi qui est dans ces méandres. Je les connais, ces méandres, même si nous avons chacun notre façon de traverser ces limbes. Mais Heu, le fait de le partager, il y a effectivement cette confiance, ce lien qui se crée que, bah, cet enfer, on peut le traverser ensemble et surtout, il y a ce vrai message et et de se dire: «Mais oui, il y a une vie après l'horreur, mais oui, il y en a Bien une». sûr, bien sûr. Parce que je tiens quand même à dire une chose ici qui est très importante. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est que lorsque aujourd'hui, les personnes qui ont été victimes de tels sévices dans l'enfance ont une durée de vie diminué de 20 ans par rapport à la moyenne. Ah oui, Ouais, c'est juste énorme. Bah, pour différentes raisons, parce que d'abord, ça va développer, bah, des conduites à risque, des conduites addictives et avec, le syndrome post-traumatique dont j'ai été, diagnostiquée, eh bien, on va développer des maladies, diverses maladies, des cancers, des maladies auto-immunes et je suis sortie de tout ça. Je suis sortie de tout ça grâce à moi d'abord, hein, je crois que je peux être fière de grâce à moi. vous. Bien sûr que vous pouvez être fier, bravo. Et puis, encore toute ma Il faut gratitude, eh surtout bien, être fier de vous, surtout. merci Olivier Mais oui, mais et je le dis, je pèse mes mots. Quand on revient de cet enfer-là, mmh, qui est pire que tout, parce que, comme nous l'évoquions au début de votre témoignage, mmh, enfant, nous n'avons que comme protecteurs nos parents, comme modèle nos parents. Alors quand oui, ceux-ci dévient notre chemin, le brisent, le tordent, mmh, le salissent, mmh, c'est revenir d'un enfer, quoi. C'est revenir oui, d'un absolument, de quelque chose qui est abject, en fait. Et se oui, construire sur l'abject, mmh, on ne peut pas. Comme vous mmh, l'avez dit, il a fallu que vous empruntiez ce chemin long et tortueux mmh, pour arriver à comprendre ce qui s'était passé et vous en laver quelque part. absolument. Mais c'est pour ça, Mais bravo, bravo à vous, bravo. merci, merci Olivier. Et le fait que vous Je vous s occupiez des autres aujourd'hui, il n'y a pas plus précieux que la parole mmh, de quelqu'un qui est passé par là. Je vous laisse conclure, Elisa, parce qu'il nous reste 40 secondes. oui, alors, je vais conclure, sur une audace, Olivier. C'est qu'aujourd'hui, je suis en train, d'écrire et de travailler sur un documentaire par rapport à toute cette approche thérapeutique et j'aimerais avoir vraiment l'immense privilège de pouvoir en parler avec vous. Ça sera avec grand plaisir. Vous ne raccrochez pas. Merci. En fait, Florian va vous donner mon numéro de téléphone et puis nous en parlerons. D'accord? Toute ma gratitude vraiment Je Olivier, vous en merci prie. pour votre empathie. Merci Je vous en infiniment prie. pour ce que vous faites. Et merci à vous pour le courage ce soir, parce qu'il vous en a fallu. Merci, On vous embrasse. merci. Ne raccrochez pas. Hein. Florian va vous OK. communiquer tout ça. À bientôt, Elisa. Au revoir. À bientôt, Elisa. Au revoir. À bientôt, Elisa. Au revoir. À bientôt, Elisa.